Mesdames, Messieurs, bonjour. Modou Diagne Fada veut qu'on lui notifie la décision qui l'exclut du PDS. Le président de la commission de discipline lui répond: ce n'est pas une obligation, a dit Abdoulaye Faye, parce que ce n'est pas prévu par les textes du Parti démocratique sénégalais. Abdoulaye Faye est interrogé par Babacar Fall. Parcourez les statuts et règlements intérieurs, vous verrez nulle part mentionner l'obligation qui est faite à une instance disciplinaire de notifier sa décision de sanction à un militant sanctionné. Ça n'existe nulle part dans les statuts et règlements intérieurs du parti. Maintenant, par élégance, par courtoisie, on peut, notifier ça, mais ce n'est nulle part une obligation inscrite en tant que telle dans les dispositions statutaires et réglementaires. Le PDS risque gros avec la crise actuelle que traverse le parti d'Abdoulaye Wade. On va vers l'implosion. C'est ce que disent les analystes que nous avons interrogés. Selon Momar Diong et Papa Amadou Fall, il sera très difficile pour Maître Abdoulaye Wade d'éviter à son parti le syndrome Landing de Croix. Donc il faut s'attendre à deux PDS. Mohamed Ali Mouba. Pour le directeur de publication de Vision Mag, cette fois-ci c'est fini avec cette crise au PDS. Le pape du Sopi ne peut plus éviter à son parti l'irréparable. Momar Diong. Le Parti démocratique sénégalais va inexorablement vers une scission. Parce que quand même il ne faut pas se voiler la face. La lutte pour le contrôle du groupe parlementaire entre Modou Diagne Fada et le camp favorable à Aïda Mboup cache en réalité la mère de bataille autour du contrôle du Parti démocratique sénégalais. Papa Amadou Fall, directeur de publication de la Gazette, est lui moins catégorique, même s'il ne donne pas cher la peau du PDS. C'est que l'on peut dire que le Parti démocratique sénégalais est entré dans un tunnel. Et quand vous êtes au milieu d'un tunnel, vous êtes dans le noir total. Malgré tout, y a-t-il un moyen de sauver les meubles au PDS? Un jeu historique sur l'échiquier politique depuis 1974, Momar Diong. Je crois qu'il ne faut pas empêcher à ce que Modou Diagne Fada fasse une scission en emportant avec lui une partie du Parti démocratique sénégalais. Modou Diagne Fada a un peu le soutien et l'onction du pouvoir en place. Même Wade, aujourd'hui, devait se rendre compte que ce qu'il est en train de faire de l'autodétruction. En tous les cas, Modou Diagne Fada et les réformateurs annoncent des tournées nationales avec l'objectif ultime de tenir un congrès. Politique toujours, Oumar Gueye, nouveau patron de l'APR dans le département de Rufisque, mais il devra travailler fort pour récupérer certains bastons qui sont contrôlés par l'opposition. C'est le cas de ces mairies dans la ville de Rufisque. Mais sur l'essentiel des collectivités locales du département, toutes sont marron-beige. Isidore Alexandre Sen. L'essentiel des collectivités locales du département de Rufisque repose sur les girons de la coalition Benno Bokk Yakaar, avec bien sûr l'Alliance pour la République du président Macky Sall qui contrôle 9 communes. Une suprématie fébrile selon les responsables politiques si l'on sait que la mairie de la ville de Rufisque est dans les bastions du Parti démocratique sénégalais avec Daouda Niang. Le PDS est également à la tête de la commune de Rufisque Ouest avec Alioune Mar. Celle de l'Est est dirigée par Albendo Idebokk Guisguis. Au lendemain des élections locales de juillet en 2014, l'APR à Rufisque a fait face à une horde de mouvements politiques. Certains de ces groupes revendiquent leur appartenance à l'Alliance pour la République du président Macky Sall en rang dispersé. Ce 18 octobre, des cadres de l'APR du département ont porté Oumar Gueye, ancien compagnon d'Idrissa Seck, irréductible adversaire de Macky Sall, à la tête de la section départementale, avec comme objectif réélire Macky Sall en 2017 ou 2019, ce selon. Les ministres Oumar Gueye, promis patron des Républicains à Rufisque en l'absence de certaines grosses pointures des cadres de l'Alliance pour la République, notamment Abdourahmane Seck, dit Omer, président du conseil d'administration de Petrosen, et qui a toujours affiché sa volonté d'être coordonnateur de l'APR dans le département de Rufisque. Autre grosse absence, celle d'Aram Ndoye, ancien ministre également. L'unité scellée hier à Toubab Diala, où n'est-elle pas éphémère? Grosse interrogation soulevée par plusieurs militants du parti présidentiel. Isidore Alexandre Sen, Rufisque, RFM. Fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. 12h07, vous suivez le grand journal. Hissène Habré a le soutien du député Cheikh Oumar Sy. Le parlementaire de Besdouniak s'est déplacé ce matin au palais de justice aux côtés de la famille de l'ancien dictateur du Tchad. Et pour lui, Habré est un héros.
En plus de cela, le député sénégalais réclame l'audition d'Idriss Déby. Écoutons cher Oumar Sy au micro de Mantouré. Soutenir le président Hissène Habré, qui est un oncle et un père pour moi, mais c'est surtout lui témoigner toute ma solidarité, la solidarité de la famille d'Aboubacar Sy, parce qu'ils avaient des relations très étroites dans ces moments très difficiles. Habré est un héros africain et que dans le contexte de son pays où il a été président, il a défendu son pays dignement. Et les témoignages qu'on a entendus ici, ils ont peint Habré comme un homme très dangereux, comme un homme méchant. Mais c'est tout à fait normal, c'est un procès où vous avez que des témoins à charge. Vous auriez amené d'autres témoins, ils auraient dit le contraire de Habré. Vous avez même actuellement un témoin qui n'a pas une bonne mémoire de ce qu'il dit. L'intérêt aujourd'hui, c'est de dire que Habré est un homme, est un héros africain. Je rappelle que le Tchad, c'est 1 200 km². Dont 500 000 km² étaient occupés par le début. On se rappelle aussi que le moment où les massacres se passaient réellement, comme ils disent, c'était le fameux novembre 1984 où Habré était actuellement en Arabie Saoudite. Et la personne qui était sur le véhicule en train de donner des ordres, c'était Itno, l'actuel président Idriss Déby. On ne peut pas faire procès d'Habré sans appeler Idriss Déby. 7 témoins clés sont retenus actuellement au Tchad pour ne pas participer à ce procès-là. Comment vous pouvez parler d'une justice équitable? Pesez-vous vos propos. Mais ce sont dans les faits. Ne pensez-vous pas froisser ces témoins-là avec leur douleur d'ici? Oui, mais vous savez, on était en période de guerre. Chacun doit tirer ses responsabilités. Qui a fait quoi à ce moment-là? Hissène Habré est en train de tirer les fonds. Et puis le juge espagnol Balthazar Garzón à Dakar, c'est pour assister au procès d'Hissène Habré. Balthazar Garzón donne une conférence de presse à 15h. Le matériel de la RTS a été saboté. C'est ce qu'a constaté l'équipe qui est mobilisée pour la couverture du procès d'Hissène Habré. Le préjudice est jugé important. 12h10, c'est toujours le blocus pour les Sénégalais qui doivent traverser le fleuve Gambie pour aller en Casamance. Les bacs de Farafenni sont toujours en panne. Et on évoque encore la construction d'un pont sur cette frontière. Il n'y aura pas de pont tant que Yaya Jammeh est le président de la Gambie. Déclaration de Gora Khouma, le patron du syndicat national des transports du Sénégal, affilié à la CNTS, entretien avec Babacar Fall. Moi, je dis toujours que je ne crois même pas, tant que le président Yaya Jammeh, ça je dis clair, tant qu'il est là-bas, il n'y aura pas pont. Je le dis et je le répète, et je maintiens ma position. Tout ça, c'est des intérêts. Chaque pays est souverain, mais avec ses propres intérêts. Le pont ne ravitaille pas la Gambie. C'est le parti de ravitaille. Pourquoi donc ils acceptent la construction de ce pont? Donc ils ont fait une simulation avec la Banque mondiale autre là pour dire qu'ils ont des accords. Mais les choses sont faites. Et depuis lors, tout est arrêté. Il n'y a pas de travaux là-bas. Donc pour que ceux qui croient que le pont est en avance, ils se trompent. Tout est arrêté. Il n'y a rien là-bas. Comme pour dire qu'il y a le début de construction de ce pont-là. Il n'y en a pas. C'est des personnes qui ont déjà installées et ça a été arrêté comme ça. Donc il n'y a rien du tout. Je mets ma position. La Gambie n'est pas preneur pour le pont. C'est les bâtis les intérêts. Et puis nous, on souffre là-bas. Tantôt c'est le petit bâtiment, tantôt c'est le petit. Non, il n'y a rien. Donc il y a plus de blocage au niveau des frontières. Les passagers souffrent, les camionneurs souffrent, les transporteurs comme tout. Donc tout le monde souffre les intérêts de la Gambie. Puisque le commerce marche en merveille, tant que le pont ne marche pas, tant que les bacs ne marchent pas. Donc il y a la foule là-bas, donc le commerce marche très bien, c'est les intérêts des Gambiens. Plusieurs repreneurs veulent racheter la Snoor. Ils se sont déjà manifestés. L'on peut citer le groupe français Avril et le groupe en provenance de Singapour Holland. Sont les informations recueillies par RFM. Les discussions sont très avancées et le dossier est géré au plus haut niveau de l'État, bien sûr. C'est avec beaucoup d'attaques que les autorités gèrent le dossier de la Snoor, jugé très complexe. La task force, composée de différents ministères, travaille minutieusement sur ce dossier sous la houlette du Premier ministre qui reçoit des instructions du président Macky Sall. Selon nos sources, les discussions sont très avancées et devraient être bientôt finalisées. Beaucoup de sociétés étrangères sont intéressées par la Snoor, mais deux sortent du lot, même si aucune décision n'est prise pour le moment. Il s'agit, d'après nos informations, du groupe Avril, ex-Sophie Protewol, géant français des oléagineux, et de notre géant de Singapour, le groupe Olam. En tous les cas, l'intérêt du Sénégal
et des Sénégalais va primer, précisent des sources proches du dossier. Les autorités qui sont déterminées à éviter les erreurs du passé et à s'assurer de toutes les garanties sur tous les plans. La privatisation de la Suneor cédée en 2005 à l'homme d'affaires Abbas Jaber pour la somme de 5 milliards de francs CFA reste un gros scandale. Sa valeur réelle était de 100 milliards de francs CFA selon des spécialistes. L'IGE et la Cour des comptes ont d'ailleurs évoqué cette privatisation dans leur rapport pour aboutir aux mêmes conclusions, à savoir que la Suneor a été bazardée et que le repreneur n'était pas éligible parce que le processus de cession n'a pas été transparent. Des manquements que l'actuel régime veut corriger pour huiler l'ex-Sonacos et lui redonner son lustre d'antan. Le marché à quelques jours de la Tamkharit, les denrées sont vendues très chères. C'est le cas des légumes. Le constat est fait par Nafissatou Sila. Depuis la Tabaski, les prix des légumes n'ont pas baissé. Ils sont encore plus chers et certains inexistants. Des commerçants du marché de Castor se confient. De jour en jour, les légumes deviennent de plus en plus chers. Le chou, par exemple, varie entre 1000 et 1200. La carotte, 650 francs le kilo. Et le manioc coûte 800 francs le kilogramme. Vraiment, qui sait encore pour demain? Les prix peuvent encore connaître une chose. Certains produits comme l'oignon vert, le poivron ou encore le poireau et le yombe sont très prisés dans la préparation du couscous sénégalais, mais leurs prix sont inaccessibles, ce qui étonne vendeurs et acheteurs. Vraiment, je ne comprends pas. À quelques jours de la Tamkharit, il n'y a aucun légume. Du poireau au yombe, tout est cher. Le poivron que nous vendons vient du Maroc. J'ai acheté le sac de yombe à 42 500. Le poireau, j'ai acheté le kilo à 2 500 pour le revendre jusqu'à 3 000 francs. En ce moment, je ne peux pas acheter de la marchandise parce que tout est cher et je n'ai pas d'argent. Tout est cher dans ce marché et il n'y a rien. Et les mélanges débourseront encore plus. Si l'année dernière c'était 20 000 francs, cette année ça ira jusqu'à 27 500. Il n'y a pas de légumes, la viande est trop chère et puis il n'y a rien. Cette rareté de certains de ces produits aurait une explication selon ce marchand. Cette année, il a beaucoup plu. Une pluviométrie qui, à la limite, a détruit beaucoup de champs. Normalement, à la fin de l'hivernage, c'est l'abondance de beaucoup de produits agricoles. Mais cette année, le constat est tout autre. Cette bonne action qui mérite d'être soulignée, il s'agit d'un bébé qui avait été abandonné il y a un mois au marché Boubès de Guédiawaye, puis récupéré par une dame qui a décidé de l'adopter. Aujourd'hui, le bébé a une famille et une maman. Madame Ndiaye, agent communautaire à Guédiawaye, lui a donné le nom de Mohamed. Elle dit agir au nom de Dieu. Migui Maram Ndiaye est allée à sa rencontre. Madame Ndiaye, 35 ans, mariée, mère de 2 enfants. Cette dame au teint clair a enfin réalisé son rêve, donner le nom du prophète à un de ses fils. Mohamed, un fils que Madame Ndiaye n'a pourtant pas mis au monde, elle l'a simplement adopté. Le bébé, avec son teint noir, a été retrouvé par un homme au marché Boubès de Guédiawaye, 48 heures seulement après sa naissance, sous une table. C'était le 19 septembre. Le nouveau-né, gagné par la saleté, n'était pas du tout beau à voir. Madame Yaye, informée, décide de garder le bébé avec l'autorisation de son mari. Comme tout nouveau-né, il a été baptisé. Toutes les procédures ont été entamées par cet agent communautaire pour avoir la garde légale de ces bébés qui risquent de ne pas connaître ses véritables parents. Nul ne connaît son destin, lance Madame Yaye à l'endroit des femmes, auteurs de ces actes similaires. La dame, très connue dans son quartier, a beaucoup hésité avant d'évoquer la question avec nous. C'est seulement ces quelques secondes de l'interview qu'elle nous a autorisé à faire passer. Je considère Mohamed comme mon propre fils. Je ne le fais pas pour lancer un quelconque appel, mais Dieu m'a toujours aidé à partager le peu que j'ai avec ma famille. Je ferai la même chose avec ce bébé. Madame Yaye précise, entre sa famille et son nouveau bébé, l'histoire est née pour ne pas L'actualité internationale. Bienvenue Binta Diallo. Merci Antoine. Les forces de l'Union africaine en attente opérationnelle à partir de 2016. En janvier, plus précisément, la SF sera constituée de 5 brigades en provenance de toute l'Afrique, selon BBC Afrique. La force multinationale de l'Union africaine a démarré ses exercices de terrain en Afrique du Sud. Aujourd'hui, à terme, ils seront 2500 hommes qui doivent être en mesure de répondre aux crises qui secouent certaines parties
du continent. La Guinée, l'opposition continue de contester les résultats de la présidentielle. Les candidats qui ont porté un recours devant la Cour constitutionnelle attendent le verdict des sages. En attendant, les principaux opposants de Condé se sont eux retirés du processus électoral. Nous faisons le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Kamara. Les candidats qui souhaitent contester les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante ont 8 jours pour déposer des réclamations devant la Cour constitutionnelle. Ce matin, les craintes de violence semblaient être écartées. C'est ce que montrait la reprise des activités dans la capitale. Le chef de file de l'opposition, celui d'Alain Diallo, avait appelé ses militants à la retenue. De son côté, la mouvance présidentielle avait interdit toute manifestation de joie après la publication des résultats. La victoire d'Alpha Condé n'a donné lieu à aucun mouvement dans le pays. À Conakry, quelques citoyens regardent vers les prochaines échéances, même si certains candidats ont affirmé vouloir saisir la Cour constitutionnelle. Alpha Condé devrait être réélu pour un second mandat si l'institution chargée d'examiner le contentieux électoral n'était pas saisie au terme de 8 jours. Conakry, Zakaria Kamara pour RFM. Au Mali, la rentrée scolaire reportée à Kidal à cause de la CMA, oui, la coordination des rebelles de l'Azawad. De l'Azawad, c'est bien ça, Antoine, une rentrée hypothéquée parce que les ex-rebelles de l'Azawad ne veulent pas à Kidal du ministre de l'Éducation du Mali. Ils ont manifesté hier pour exiger des autorités maliennes une délégation inférieure à un ministre. Bamako refuse catégoriquement Barthélémy Ngom. Les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad qui contrôlent la zone avaient accepté qu'une délégation officielle malienne vienne à Kidal pour célébrer ensemble la reprise des cours. Mais cette rentrée des classes a finalement été annulée au dernier moment. Et pourtant, la reprise de l'école de Kidal par les autorités maliennes est un symbole des avancées dans le cadre de l'application de l'accord de paix. Mais cette nouvelle décision des ex-rebelles montre qu'il y a encore des difficultés. Après de longues discussions, le gouvernement malien et les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad s'étaient entendus sur les modalités de la cérémonie de lancement de la rentrée scolaire à Kidal, et notamment sur la venue du ministre malien de l'Éducation nationale dans la ville de Kidal. Malheureusement, hier, à la suite de manifestations ayant rassemblé des jeunes et des femmes contre la venue du ministre, les rebelles de l'Azawad ont renégocié les modalités de la cérémonie, demandant tout simplement que les autorités maliennes soient finalement représentées à un niveau inférieur. En clair, ils ne veulent plus du ministre de l'Éducation nationale. Proposition refusée par le gouvernement malien. En Côte d'Ivoire, Charles Konan Banny révèle que le fichier électoral est truffé de doublons. Le candidat de la coalition nationale pour le changement dit détenir les preuves de ce qu'il avance. Charles Konan Banny révèle qu'il se base sur la liste électorale qui lui a été remise et qui est remplie de doublons. Il a lancé un appel à l'endroit du président de la CENI de la Côte d'Ivoire pour qu'il corrige au plus vite ses impairs. Banny d'ajouter qu'il faut que les résultats des élections reflètent l'expression du suffrage pour qu'une fois qu'il y ait une passation pacifique de charges en Côte d'Ivoire, Charles Konan Banny, l'ancien gouverneur de la BCEAO, a accordé une interview à la RTI, la radio-télévision ivoirienne. Centrafrique, les anti-Balaka se font entendre à nouveau. Ils ont kidnappé la vice-présidente du Conseil national de transition ainsi que plusieurs membres des forces de l'ordre, mais ils ont été très vite relâchés par ces éléments armés. Les anti-Balaka ont quand même remis à la vice-présidente une liste de revendications à transmettre au gouvernement de transition. Nous y reviendrons prochainement avec Mme Dikoubé, Antoine Diouf. Merci Binta pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de du lundi au vendredi. Vous avez la parole sur RFM. Dans le point de vue, il s'agira de l'appel au dialogue lancé au président Macky Sall et à Maître Abdoulaye Wade par Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, le porte-parole du Khalife général des Mourides. Rendez-vous donc dans quelques minutes. En ouverture de cette page des sports, le Nawetan, cher Tigane, rebonjour. Rebonjour Antoine Diouf. Ambiance carnavalesque, c'est comme ça que vous le dites, à Rebeussé, à la rue 22 de la Médina,
Khandalou et Santhiaba en demi-finale de la zone 1. Justement, une question. Qui de Khandalou ou de Santhiaba va croiser Ngaraf en finale de la zone 1 de Dakar? La réponse ce soir à l'issue de la seconde demi-finale est prévue à partir de 18h30 au stade Demba Diop de Dakar. Dans les quartiers respectifs de ces deux AEC, c'est l'effervescence à quelques heures du choc. Sobetiam y a fait un tour. Une belle demi-finale de la zone 1 de Dakar s'annonce entre Khandalou et Santhiaba. C'est l'heure des derniers réglages. À Rebus, fief de Khandalou. Les supporters s'affairent au tout prix. Khalou, le maître des Asiko de Khandalou. L'ASC Khandalou, c'est une équipe renommée. Donc nous faisons toutes les possibilités pour la réussite de cette victoire. Ça fait belle lurette que nous jouons avec notre adversaire. Vainqueur de son adversaire du jour en phase de poule, Khandalou pense déjà à la finale. Pape Amadou Kassé, président du comité des supporters de Khandalou de Rebus. Pour nous, on est déjà en finale parce qu'on est favori. L'équipe est bien prête pour affronter Santhiaba, Inch'Allah, ce soir. Nous sommes à présent à la Médina. C'est la grande mobilisation à Santhiaba. Les supporters sont d'attaque. Amadou Sow, l'un d'entre eux. Amadou Sow, ça représente beaucoup de choses. D'abord parce que l'adversaire n'est pas n'importe qui. On a un laissé Khandalou devant nous. Jouer contre ça fait plaisir aussi. Les battre aussi, c'est un peu poli. Ce qui sonne comme un avertissement pour le Khandalou de Rebus. Tidiane Lo, membre du comité de supporters. C'est le match de revanche. Khandalou Santhiaba, c'est deux grands quartiers de la Médina. Donc ça va pas être un match aussi facile quoi. Ils verront aujourd'hui de quoi Santhiaba est capable. Khandalou, tout comme Santhiaba, ont fini de sonner la mobilisation. Gagner cette demi-finale, une importance capitale pour les deux Haïtis, afin de pouvoir remporter la coupe qui fuit Khandalou de Rebus depuis 2006 et Santhiaba depuis 2011. Une ambiance dans ce studio avec les Asiko qui certainement vont prendre donc la direction tout à l'heure du stade Demba Diop de Dakar. Hier, encore il faut noter, pour la première manche des demi-finales toujours de la zone 1 de l'ODCAV de Dakar, Ngaraf, champion en titre, a battu après tir au but Koussoum de la Médina, Antoine. Après les Nawetan, CHAN 2016 au Rwanda, Sénégal, Guinée, un match retour. C'est le week-end prochain, mais des rectifications s'imposent. Justement, se qualifier au prochain CHAN, c'est encore dans les possibilités de l'équipe nationale locale du Sénégal. Battu ce week-end lors de la manche aller 2-0 par la Guinée, les Lions peuvent bel et bien inverser la tendance, selon Sidar Sarr, l'entraîneur de l'Olympique de Ngor, qui estime toutefois qu'il faudra certainement apporter quelques changements. On l'écoute. Et l'objectif, c'est comme d'habitude, c'est d'avoir des jeux pour être sur le podium. Hein. Cette année, vraiment, on a d'être comment les 4 tours. On a fait des départs, mais aussi on a arrêté l'arrivée des joueurs assez expérimentés, dont certains attaquants de Kiki, de Ousmane Sarr, de Babacar Mbengue et de Tarifa Kamara qui de retour. Donc, pour ce sens-là, l'effectif, actuellement, on est tombé. On vient de finir aussi une préparation de 2 semaines de test. Donc pour l'instant, vraiment, tout se passe bien. En compétition africaine, il y a 2 phases. Donc comme il vient de le boucler, donc le match est déjà fini. Donc nous, impérativement, il faut qu'on se prépare pour essayer au moins de faire la différence. La différence, c'est de tout faire pour au moins essayer de se qualifier. Quoi. Donc on va, je pense qu'ils sont assez motivés pour mettre en place une bonne organisation, pour essayer au moins de remonter le devis, qui n'est pas encore facile. Mais dans l'espoir, je pense qu'on a le moyen vraiment de penser que c'est pour la qualification. Voilà, c'est la Sarr qui nous a parlé en premier de son club, l'Olympique de Ngor, club de Ligue 1 sénégalaise, qui s'apprête à entamer donc le championnat. Ensuite de l'équipe nationale locale du Sénégal, qui je le rappelle, reçoit le week-end prochain son homologue de la Guinée. C'est en qualification pour le CHAN Rwanda 2016. Lors de la manche aller ce week-end à Bamako, le Sénégal avait chuté sur la marque de 2-0. Le Sénégal qui se doit impérativement d'inverser la tendance si toutefois on veut voir le bout du tunnel entendu. Et puis nous enchaînons avec Michel Platini. Bien avant, donc Michel Platini qui crie son innocence dans une interview parue ce lundi. Le Français dit croire dur comme fer qu'il arrivera à remplacer Sepp Blatter à la tête de la FIFA. Cité dans une affaire de corruption, puis suspendu 90 jours des instances de la FIFA. Le président de l'UEFA trouve honteux d'être traîné dans la boue parce que soupçonné d'avoir perçu une importante somme des mains de Sepp Blatter. Et puis nous enchaînons avec l'autre justement Challenge Trophy mondial en Bulgarie. Les Lioncelles en route, ils ont quitté Dakar tôt ce matin avec l'objectif de faire un bon parcours. En formule championnat, les Lioncelles croisent respectivement Ouzbékistan, la Bulgarie, les pays hôtes aussi tenantes du titre. Il y a la Nouvelle-Zélande et la Guadeloupe. Notez que le tournoi débute donc mercredi
et que l'équipe qui parviendra à occuper la première place va très certainement s'emparer du trophée. C'est bien fini, c'est pas des formes de Dieu. Cher Tidiane Diagne, merci.